Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman s'entretient avec les ambassadeurs des grandes puissances en poste à Beyrouth et fustige le faible soutien de la communauté internationale au Liban sur le dossier des réfugiés syriens. Ban Ki-moon appelle le Hezbollah à devenir un parti politique à part entière. Pour le chef de l'ONU, le seul moyen de désarmer les milices est à travers un processus politique pacifique. Le général des renseignements militaires syriens, Jamin Jamin, tué dans l'est de la Syrie. Le bourreau de l'hôtel Beau Rivage était responsable d'un centre de torture à Beyrouth pendant l'occupation syrienne du Liban. Et à suivre également dans ce journal, l'Arabie Saoudite refuse son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Élu pour la première fois comme membre non permanent, Riyad considère que le fonctionnement de l'instance onusienne l'empêche de résoudre les conflits. La participation de la communauté internationale pour soutenir le Liban est insuffisante. C'est la déclaration de Michel Sleiman devant les ambassadeurs des grandes puissances à Beyrouth et le coordinateur spécial de l'ONU pour le Liban, Derek Plummy, qui lui ont rendu visite à Bhabda ce matin. Le président libanais a fustigé le faible soutien de la communauté internationale face à l'afflux de centaines de milliers de réfugiés syriens au Liban. Il a appelé à étudier les financements conformément au rapport de la Banque mondiale, soulignant la nécessité de mettre en place un camp de réfugiés syriens à l'intérieur même de la Syrie pour faciliter le retour des déplacés. La Banque mondiale estime que le conflit en Syrie a déjà coûté au Liban des milliards de dollars. Près de 2000 réfugiés syriens entrent au Liban chaque jour. Leur nombre pourrait atteindre 1,3 million d'ici la fin de l'année. Et puis, s'adressant à la presse à l'issue de la réunion de Bhabda, l'ambassadrice de l'Union européenne a indiqué que les diplomates ont réitéré au président Sleiman le soutien de l'UE au Liban et discuté comment les chancelleries peuvent davantage aider le pays à sortir de la crise. On écoute Angelina Eichhorst. Le Liban subit de plein fouet l'impact de la crise syrienne sur tous les plans. La politique de distinction formulée dans la déclaration de Bhabda demeure essentielle pour que le Liban reste à l'écart du conflit syrien. L'Union européenne appelle encore une fois toutes les parties à se conformer à cet engagement et soutient fort l'appel au dialogue du président Sleiman. Il faut un gouvernement de plein exercice pour assumer les responsabilités essentielles et prendre les décisions qui s'imposent, que ce soit en termes de gestion de la crise des réfugiés ou bien de gouvernance nationale et d'obligations internationales. L'Union européenne salue les efforts des services de sécurité et inclut l'armée qui font un travail remarquable dans des circonstances difficiles. La justice doit faire respecter les règles de droit et combattre l'impunité. Concernant l'impact financier immédiat de la crise syrienne, nous avons mis tout en œuvre pour aider à répondre aux besoins pressants des Libanais et des réfugiés. Par l'aide humanitaire d'urgence, ainsi que par le développement des infrastructures et des services de base. Ces jours-ci encore, 70 millions d'euros supplémentaires seront alloués par l'Agence européenne humanitaire ECHO pour aider les réfugiés les plus démunis à passer l'hiver. En tout, les institutions européennes et les États membres ont déjà alloué plus de 500 millions d'euros au Liban pour reprendre aux conséquences de la crise syrienne sur le pays. C'est vrai que la plupart des fonds ont été alloués aux Nations Unies, comme l'HCR, UNICEF, le PAM, mais une grande partie en cours va directement au gouvernement libanais pour couvrir les besoins des familles libanaises hautes dans les municipalités les plus pauvres. L'Union européenne continue à préparer l'avenir et encourager les secteurs productifs de l'économie libanaise, à saisir aussi les opportunités que peuvent offrir de nouveaux secteurs dans le domaine du pétrole et gaz, par exemple. Toute une série de projets de loi devraient être discutés au Parlement, y compris la loi électorale, en vue des échéances démocratiques qui approchent. L'adoption d'un budget national est un élément essentiel de bonne gouvernance et de gestion de priorités nationales.
et des obligations internationales, y compris la contribution annuelle au tribunal spécial pour le Liban qui reste due pour 2013. L'Union européenne, avec tous les États membres, continue de soutenir la stabilité, la sécurité, l'unité, l'indépendance du Liban et appuie le soutien international fort au Liban, tel qu'exprimé récemment à New York au sein du Conseil de sécurité et en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Aux Nations unies, justement, Ban Ki-moon appelle les dirigeants libanais à renforcer les institutions nationales et à protéger le Liban des retombées de la guerre en Syrie. Dans son rapport semi-annuel sur l'application de la résolution 1559 du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU a salué les efforts du président Sleiman pour faire respecter la politique de dissociation du Liban à l'égard du conflit syrien. Il a par ailleurs fustigé l'implication du Hezbollah dans la guerre en Syrie, l'appelant à devenir un parti politique à part entière. Ban Ki-moon a également exhorté les Libanais à la formation d'un gouvernement capable de faire face à tous les défis. Il estime que le seul moyen de retirer les armes des milices au Liban, particulièrement celles du Hezbollah, est à travers un processus politique pacifique. Les autorités françaises travaillent à organiser une rencontre entre des responsables libanais pour résoudre la crise politique au Liban. C'est du moins ce que rapporte le quotidien En-Nahar. Selon le journal, Paris pourrait convier les parties libanaises rivales à une conférence similaire à celle tenue à Saint-Cloud en 2007 sous les auspices de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Toujours d'après En-Nahar, le Quai d'Orsay étudie la possibilité de l'organisation d'une telle conférence qui pourrait être décidée à l'issue d'entretiens, notamment entre le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, et son homologue saoudien, Saoud El-Faisal, mais aussi entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le chef de la Ligue arabe, Nabil El-Arabi, lors de leur réunion à Paris la semaine prochaine. Le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ebrahim, s'est rendu à Damas ce vendredi pour suivre le dossier des pèlerins libanais retenus en otage. Souvenez-vous, le 22 mai 2012, 11 Libanais sont enlevés dans la province syrienne d'Alep, dans le nord du pays, alors qu'ils rentrent d'un pèlerinage en Iran. Leur rapt a été revendiqué par un groupe inconnu se disant affilié à la rébellion combattant le régime. Celle-ci a toutefois démenti toute implication dans l'affaire. 2 des pèlerins ont depuis été libérés, 9 sont toujours détenus dans un endroit inconnu. Depuis, les efforts pour les libérer se sont heurtés à de nombreuses revendications soulevées par les ravisseurs. On l'avait surnommé le bourreau du beau rivage. Jamer Jama, le général des renseignements syriens, a été tué hier par des rebelles à Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Il aurait été abattu par un sniper lors d'affrontements entre l'armée du régime et des combattants djihadistes. Le général Jama était un des hauts responsables de la sécurité de l'armée syrienne lorsque celle-ci était déployée au Liban entre 1976 et 2005. Il était responsable du sinistre hôtel Beau Rivage à Beyrouth, le centre de détention et surtout de torture des forces syriennes. Il avait également été interrogé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais, Rafiq Hariri, en février 2005. Les États-Unis l'avaient placé sur la liste noire des personnes soupçonnées de soutenir les activités terroristes et de déstabiliser le Liban. De très nombreuses sources répètent aussi qu'il était impliqué dans l'assassinat de l'ancien président libanais, René Mouawad, et qu'il était le cerveau derrière les attentats à l'explosif qu'aurait planifié le duo Michel Samaha-Ali Mamlouk. Dans un instant, de nouvelles images d'une extrême violence montrent la détermination des terroristes d'Al-Shabaab lors de l'attaque du centre commercial de Nairobi. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. L'Arabie Saoudite refuse de prendre son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Élu membre pour la première fois par l'Assemblée générale, le Royaume veut protester contre une politique de 2 poids, 2 mesures qui empêche selon lui les 15 de résoudre les conflits. Riyad réclame les réformes du fonctionnement de l'instance dirigeante des Nations Unies. Le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont 5 permanents dotés d'un droit de veto. Les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Les 5 pays élus jeudi sont l'Arabie Saoudite, le Tchad, le Nigeria, le Chili et la Lituanie. Ils doivent remplacer à partir du 1er janvier prochain et pour 2 ans l'Azerbaïdjan, le Guatemala, le Pakistan, le Maroc et le Togo. Mahmoud Abbas en Allemagne pour informer Angela Merkel de l'avancement des négociations de paix avec Israël. Le président de l'autorité palestinienne s'est adressé directement au gouvernement israélien.
l'appelant à saisir cette chance historique. Il a assuré que les Palestiniens s'investissent sérieusement pour faire aboutir les pourparlers. La chancelière allemande a quant à elle rappelé l'engagement de Berlin en faveur des négociations de paix et d'une solution à deux États. Elle a appelé Israël à la retenue dans le développement de colonies israéliennes en territoire palestinien. Selon un rapport récent, les mises en chantier dans les colonies israéliennes en territoire palestinien ont grimpé de 70% au premier semestre 2013. De nouvelles images de l'attaque terroriste du centre commercial de Nairobi au Kenya viennent d'être diffusées. Ces images sans son et d'une extrême violence ont été filmées par les caméras de sécurité. On y voit les clients courir, paniquer pour échapper aux tirs des assaillants. Deux hommes lourdement armés ratissent les allées désertes du supermarché. Pendant les heures de vidéo, on peut voir les terroristes parler au téléphone, prier ou encore tirer sur tous ceux qui bougent. Alors que des cadavres jonchent le sol, hommes, femmes et enfants terrorisés tentent de se mettre à l'abri. Beaucoup d'entre eux seront pris en otage. D'autres, à terre, sont abattus de sang-froid. Plus de 60 civils sont morts lors de cette attaque revendiquée par les islamistes somaliens Al-Shabaab et conduite par une quinzaine de terroristes. Un mois après le drame, le nombre exact d'assaillants reste flou. En effet, plusieurs corps seraient encore coincés dans les ruines du supermarché qui s'est partiellement effondré. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, la pollution atmosphérique vient d'être classée cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Son agence spécialisée a analysé les résultats de milliers d'études réalisées à travers le monde sur des décennies. En 2010, 223 000 personnes sont décédées d'un cancer du poumon en lien avec la pollution de l'air. Les pays très peuplés et à croissance industrielle rapide, comme la Chine, sont les plus affectés. En Ukraine, le président a fait un premier pas vers la libération de l'opposante Yulia Tymoshenko. Viktor Yanukovych a indiqué qu'il pourrait signer une loi autorisant l'évacuation sanitaire de l'ex-premier ministre actuellement emprisonné. La destination la plus probable serait l'Allemagne qui s'est dit à plusieurs reprises prête à accueillir Tymoshenko. L'ancienne égérie de la révolution ukrainienne purge une peine de prison pour abus de pouvoir. Elle se dit victime d'un règlement de compte politique. Cela fait maintenant un mois que 30 activistes de Greenpeace sont incarcérés à Mourmansk, en Russie, pour avoir mené une opération coup de poing contre une plateforme pétrolière dans l'Arctique. Poursuivis pour piraterie, les prévenus risquent jusqu'à 15 ans de prison. La justice russe a rejeté les demandes de remise en liberté sous caution formulées par plusieurs d'entre eux. Les militants ont reçu le soutien de 11 lauréats du Nobel de la paix qui appellent Vladimir Poutine à faire cesser les poursuites judiciaires. L'histoire de l'évolution trouverait-elle sa clé dans un crâne vieux de près de 2 millions d'années? Ce crâne vieux de 1,8 million d'années, retrouvé à Dmanisi en Géorgie, comprend un petit cerveau, environ un tiers de celle d'un homme moderne, un grand visage protubérant et une forte mâchoire avec de longues dents. Selon une étude parue dans la revue américaine Science, ce fossile semble indiquer que les lointains ancêtres de l'homme présents à cette époque en Europe et en Afrique appartenaient à une seule et même espèce. Une théorie qui révolutionne l'histoire de l'évolution. Jusque-là, les premiers hommes étaient classés en différentes espèces nommées Homo habilis, Homo ergaster ou encore Homo rudolfensis. D'autres chercheurs restent néanmoins sceptiques sur cette découverte. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman s'entretient avec les ambassadeurs des grandes puissances en poste à Beyrouth. Il fustige le faible soutien de la communauté internationale au Liban sur le dossier des réfugiés syriens. Ban Ki-moon appelle le Hezbollah à devenir un parti politique à part entière. Pour le chef de l'ONU, le seul moyen de désarmer les milices est à travers un processus politique pacifique. Le général des renseignements militaires syriens Jamer Jamer a tué dans l'est de la Syrie. Le bourreau de l'hôtel Beau Rivage était responsable d'un centre de torture à Beyrouth pendant l'occupation syrienne du Liban. Et puis l'Arabie Saoudite refuse son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Élu pour la première fois comme membre non permanent, Riyad considère que le fonctionnement de l'instance onusienne l'empêche de résoudre les conflits. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellent week-end à tous et à toutes et bonne soirée.